mais c'est Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, qui s'y colle. Elle a annoncé ce matin dans une conférence de presse au ministère une mesure concrète qui est la fin de France 4. En tout cas, France 4, c'est l'une des chaînes de France Télévisions qui s'adresse surtout à la jeunesse, qui occupe jusqu'à présent un canal hertzien, qu'elle va être amenée à dégager. Écoutez la ministre de la Culture. France Télévisions libérera au moins le canal hertzien de France 4 et il faudra interroger nos concitoyens d'outre-mer et leurs élus pour déterminer si l'avenir est au maintien de France O sur le canal hertzien ou au contraire au renforcement des offres numériques des outre-mer premières et la meilleure prise en compte des outre-mer sur les autres chaînes hertziennes. D'où la question simple posée d'un point de vue ce soir. Y a-t-il trop de chaînes sur la télévision publique, Stéphane Marchand? Alors, il faut absolument qu'il y ait des chaînes publiques de qualité. C'était absolument indispensable. Et par conséquent, il faut qu'elles aient les moyens. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec le fait de faire passer France 4 et France O sur le web, d'autant plus que finalement, les chaînes du web, vous en êtes un bel exemple, c'est l'avenir. Ça marche. C'est l'avenir. Ouais. Et il y a de formidables succès de chaînes de télévision sur le web, et c'est un outil d'influence extraordinairement performant, avec un ciblage qui peut être très subtil, etc. Donc, si on a 4 chaînes sur le service public, ou 3, ça suffit. Non. Mais je serais un peu plus tranché, c'est-à-dire qu'à part France 3 qui propose une offre qui, à ma connaissance, n'est pas nécessairement remplie par le privé, je ne vois pas pourquoi on a un audiovisuel public en France. Ni la radio, ni à la télé, je ne vois pas ce que France 2 a de plus de TF1, je ne vois pas ce que les radios publiques ont de plus que les radios privées, à part leur engagement militant. Donc personnellement, je ne vois pas pourquoi on a toujours un groupe aussi important qui nous coûte aussi cher. Et les réformes annoncées par la ministre, pour moi, c'est de la poudre aux yeux. C'est pas ça la réforme de l'audiovisuel. Je crois que c'est 4 milliards d'euros de budget par an. C'est pas en faisant on avait fait le groupe Radio France en disant que ça allait créer des synergies. À ma connaissance, vu l'état du groupe, elles sont toujours pas là les synergies. Alors maintenant, on discutait, je sais pas, vu le détail des propositions. Ils annoncent 500 millions d'économies quand même sur les. C'est quand même des belles. En créant, j'avais compris que ce qu'ils voulaient faire, c'était de regrouper et la télé et la radio. Ça, c'est pas tranché. Avec un président unique. Comme France Info. Alors voilà, moi personnellement, je ne comprends pas comment, si on n'a pas réussi à le faire avec juste la télé, comment on le fera maintenant. Je ne suis pas convaincu que l'audiovisuel public soit assez souple pour prendre le virage du numérique qu'il devrait avoir pris depuis longtemps. Et de toute façon, j'aimerais qu'on démontre quel programme de France 2 justifie que ce soit public aujourd'hui. Quel programme de France Inter justifie que ce soit public aujourd'hui. Surprise, je vais être d'accord avec. Moi, je vous imaginais tirailler entre d'un côté votre amour du service public et votre refus du tout privé et une forme de défiance vis-à-vis de l'idéologie du service public. Pas forcément un amour du service public pour le service public quand il est utile. Et non, à vrai dire, je préférerais que la ministre ait une vraie vision pour le service public audiovisuel et effectivement pour le cas, elle n'en a pas et ça fait des années que ça dure, donc on finit par se demander quelle est la logique dans tout ça. On peut se dire aussi que si elle supprime des chaînes, peut-être la redevance devrait baisser également. Vous rêvez, mon pauvre ami. Mais encore une fois, on est dans la question du sens. Encore une fois, on est dans une logique comptable. Alors là, c'est l'outre-mer qu'on dégage. Bon, là, symboliquement, je ne suis pas sûr que ce soit terrible non plus. Et on n'a pas, elle ne nous explique pas ce que c'est la culture pour elle, ce que c'est une télévision publique qui, justement, participerait à l'émancipation des gens, à enrichir leur culture, etc. C'est extrêmement faible de ce point de vue-là et c'est surtout ce que je regrette. Juste avant de passer la parole à Alexis Poulain, c'était la question d'hier sur le Figaro.fr, faut-il réduire le nombre de chaînes publiques? Et la réponse était assez massivement oui. Oui, alors c'est vrai qu'on ne sait pas combien il y a de chaînes publiques quand on fait le compte. Si on arrive à les aligner entre les radios et les télés, c'est compliqué. Après, dans l'annonce, il y avait quand même le fait de renforcer l'ancrage local de France 3, qui est une mission de service public pour le coup. Là, on peut pas dire le contraire. Après, pour moi, ça me paraît important d'avoir un audiovisuel public, effectivement, s'il est là pour ne pas être dans une course de compétition avec le privé. Or, effectivement, c'est le cas. Qu'est-ce qu'on a sur France 2 ? Des émissions de divertissement, des jeux, la radio, c'est à peu près la même chose. Des séries. Et des séries. Et il y a très peu de choses. Alors après, que cet argent-là serve à la création, pourquoi pas ? Alors qu'on ait des idées, qu'on soit un peu courageux. Et c'était le cas de France 4, justement, d'être un peu cette chaîne hybride qui essayait d'avoir des nouveaux programmes, qui essayait d'être aussi sur Internet. Et là où on avait un laboratoire, on
on décide de le fermer pour dire alors quelle est la mission du service public. Donc c'est d'avoir des gros machins et d'essayer d'être le concurrent de TF1. Pourquoi? Pour attirer des recettes publicitaires? Ben non, puisqu'il y a la redevance. Donc à quoi ça sert? Effectivement, c'est la question. Alors après, en plus, la deuxième question, c'est est-ce qu'on retourne à l'ORTF? Et c'est le risque d'avoir un audiovisuel public aux ordres et de dire c'est une chaîne de propagande pour le pouvoir. Et là, c'est une vraie question, un vrai problème qu'on a en Espagne, notamment avec tous les vendredis les présentateurs de la télé publique qui s'habillent en noir pour protester contre, c'était le cas maintenant que Rajoy a été démis de ses fonctions, ce sera peut-être plus le cas, mais le Premier ministre qui s'opposait à la nomination d'un nouveau directeur des programmes. Alors, je rectifie ce que je vous ai dit. En fait, c'est une question à laquelle vous pouvez encore répondre sur le Figaro.fr. Faut-il réduire le nombre de chaînes publiques? Je vous donne des points de vue d'internautes. Julien qui nous dit « Supprimons la redevance ou baissons-la. La télévision publique coûte trop cher. » Emma et Christine se demandent si la fusion entre la radio et la télévision publique est une bonne idée. C'est encore à l'étude. Alors, Alexandre Devecchio se demandait quelle était l'ambition de Françoise Nyssen pour la télévision publique. Eh bien, il y en a une, cher Alexandre, c'est d'en chasser les hommes blancs de plus de 50 ans. Vous vous souvenez, quand il y avait une nouvelle patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, elle avait dit « On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans ». On croyait que c'était une blague ou une boutade. Eh bien, pas du tout. Parce que Françoise Nyssen, ce matin, a rappelé son attachement à cet objectif. Regardez. Delphine, tu as dû te sentir bien seule lorsque tu portais un constat à la fois évident et courageux. Tu sais, l'homme blanc de plus de 50 ans. Vous vous en souvenez? Tu n'es plus seule. Je porterai cette exigence avec autant de passion qu'au sein de mon ministère. Je n'aurai pas de tabou. Vos référents en la matière ne sont pas assez écoutés. Je vous demande de les renforcer. Ils seront réunis au sein d'un comité unique chargé de mener le combat et de proposer des objectifs ambitieux qui seront repris dans le cahier des charges de chacune des sociétés. Alors déjà, j'étais heureux avant de travailler sur Figaro Live et pas sur France Télévisions, mais étant un peu blanc, ayant un peu plus de 50 ans, je suis encore plus soulagé après cette déclaration. Alexandre Devecchio, ça vous paraît une vraie ambition, moins d'hommes blancs? C'est d'un courage et d'une subversion incroyable. Ça montre que tout se tient, puisque le président de la République avait fait sa réflexion sur les mâles blancs aussi. Seuls les gens de couleur, apparemment, peuvent s'intéresser à la question de la banlieue. Les mâles blancs sont incompétents, donc on est quand même dans une logique raciste, il faut bien le dire, qui est en train de s'installer dans une partie de la gauche, même plus largement, je vois, jusqu'au gouvernement. Moi, je trouve ça inquiétant en tant que républicain. Je pense qu'on juge les gens sur leurs compétences et pas sur leur couleur de peau. Alexis Poulain. Oui, alors après, c'est encore une fois une question de balance, de dire il faut que cette télé publique, si elle est publique, soit représentative de l'ensemble de la société française. Après, jusqu'où va l'ensemble et comment on fait? C'est vrai qu'il faut décider sur les compétences, mais il faut aussi voir un peu aujourd'hui qu'est-ce qu'on a sur la grille des programmes. Et avoir des programmes qui touchent tout le monde, aussi des personnalités qui vont représenter tout le monde. Ça, c'est un vrai débat à avoir. Après, dire effectivement qu'il faut en finir avec le mâle blanc de plus de 50 ans sur la télé publique, non, c'est lamentable comme politique. Dérangeante, quoi. Extrêmement si dérangeante. Je parlais de femelles noires, je pense que j'aurais des ennuis. Donc, reprendre le vocabulaire des indigènes de la République, c'est peut-être pas une bonne idée. Stéphane Marchand, je le disais, vous avez été longtemps le correspondant du Figaro à Washington, aux États-Unis, où la discrimination positive est partout, y compris dans les programmes de télévision. On va y venir en France, vous croyez? Alors, la discrimination positive, je ne sais pas, mais aux États-Unis, effectivement, quand on regarde la télévision, en Grande-Bretagne, c'est pas la peine d'aller aussi loin, l'effet que cela donne, sans entrer dans les détails, c'est que c'est beaucoup plus représentatif de la société que l'effet qu'on a en France. En France, on a une impression désagréable d'inadéquation, de bulle. Et alors que la télévision doit être quelque chose d'extrêmement puissant, doit projeter le pays vers lui-même, et ce n'est pas le cas en France. Donc vous êtes assez favorable à qu'il y ait une forme des quotas, vous verriez ça comment? Pas des quotas. Enfin, si je peux prêcher pour le média, le casting a été fait sans penser à ça, mais simplement, il se trouve que la diversité, elle existe. À l'antenne, elle se voit à la fois sur femmes, hommes et les différentes couleurs visibles. C'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de gens de droite quand même, apparemment. Pardon? Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent de la droite sur le média. Ah, c'est vrai. Mais pardon, je vous ai interrompu. En même temps, c'est un média engagé. On pourrait rendre la parole au Figaro. Oui, voilà. Donc, non, mais par contre, ils sont sur nos plateaux. On invite, bien sûr, tout le monde. On ne fait pas de ségrégation par rapport à ça. Mais c'est vrai que la représentativité, c'est un vrai débat à avoir, à dire, bon, et surtout sur la télé publique. Après, une télé privée fait ce qu'elle veut. Mais la télé publique, elle a un rôle de service public et de représentativité qui n'est pas assuré aujourd'hui.
Et la télé privée a été plutôt en avance. Oui. Je crois que TF1 a été en avance sur France 2 en la matière. Non. Mais je trouve que ça rejoint ce qu'on disait, il n'y a aucune vision cohérente pour le service public télévisuel. Effectivement, on peut vouloir avoir un service public de qualité, et dans ce cas, il faut que, comme on le disait, ne soit pas dans une logique de concurrence, soit hors marché. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et là, on n'a pas de... on ne se voit pas bien quelle est la vision qui se dégage de cet objectif de la ministre, à part un présupposé idéologique, une préférence idéologique de promotion de certaines minorités. Moi, dans ce cas-là, je suis pour qu'il y ait un quota de libéraux sur France Inter et que vous y aurez un rendez-vous quotidien, mais il y a quand même, je crois que là où je rejoins ce que disait Stéphane Marchand, c'est que quand on regarde la télévision étrangère, elle est plus représentative de la société. Pourquoi ? Parce que la formation des élites est plus diverse aussi. Qu'en France, les élites, quel que soit leur milieu, quel que soit leur domaine économique, journalistique, politique, viennent toutes des mêmes formations. Allez à Sciences Po, vous avez les futurs politiques, les futurs journalistes, les futurs financiers. Et tout le monde passe par là, et tout le monde est formé de la même façon, et tout le monde est recruté dans les mêmes écoles. Je ne pense pas que ce soit ça. Eh bien, merci de ces propos fermes, cher Erwan Le Noran. Le dernier mot reviendra à Elan sur le Figaro.fr, qui... pas d'accord, il trouve que cette politique de quotas pour les hommes blancs de plus de 50 ans est mortifère et il ajoute « il faut juger en fonction des compétences ». Voilà, une réflexion pleine de sagesse et c'est sur celle-ci que nous terminons cette émission. Merci beaucoup, rendez-vous demain, même heure, même endroit pour un prochain numéro de Point de Vue.